Ça a changé ma vie et je vais faire en sorte que ça change la vôtre aussi. Il y a des découvertes, des événements, des rencontres qui vous changent à jamais. Ces livres sont rares et précieux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 d'entre eux qui ont changé ma vie. Le livre de ma mère, d'Albert Cohen. Ce livre, c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. C'est même l'un des seuls livres que j'ai relus. Je relis quasiment jamais mes livres, il y en a tellement d'autres à découvrir, mais celui-là, je l'ai lu à nouveau et à nouveau j'ai chouiné. Alors d'abord, c'est quoi ce livre? Depuis que je l'ai lu, je regarde plus ma mère de la même manière, parce que il a ça d'exceptionnel, qu'il remet du plomb dans la tête à nous tous imbéciles que nous sommes, qui prenons pour acquise cette vérité pourtant simple, évidente, jusqu'à la perdre, que une mère, on n'en a qu'une, et bon sang, c'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant nous, comme dirait le phare. C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi. Ben voilà. Vous prenez ça, vous rajoutez une pincée de Victor Hugo et de Philo, une cuillère d'amertume, une louche débordante de tendresse, vous touillez bien et voilà le résultat. La complainte d'un fils, Albert Cohen, au désespoir que sa mère ne soit plus de ce monde, et qui évoque avec émotion des souvenirs insignifiants et universels, et qui chérit l'amour unique qu'elle lui portait, et il lui adresse un livre pour lui dire le sien. C'est la phrase qui m'a le plus marqué. Aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra. Et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère. Les fous sitôt punis. Je trouve cette formule incroyable. Les fous sitôt punis. En fait, on est là, on se rend pas compte de ce caractère si précieux, si unique, littéralement. Et un jour, la mère, elle est 6 pieds sous terre. Et on se retrouve avec une chaise vide. Son enfance disparue. On est tout seul. Et maintenant qu'elle est plus là, il sent cruellement la différence. Avec elle seule, je n'étais pas seul. Maintenant, je suis seul avec tous. Le milliardaire de l'amour reçu est devenu clochard. Ce qui est marrant, c'est que c'est au travers de ce livre que j'ai rencontré ma copine. J'étais en boîte, en soirée à Paris, dans une boîte qui s'appelle le Solum, pour ceux qui connaissent, au fumoir, en train de faire mes affaires. Et puis je commence à tchatcher avec une fille. On se rend compte qu'on lit tous les deux. Et elle me demande un conseil de lecture. Et là, je réfléchis un peu et je m'apprête à lui parler d'Albert Cohen. Et je lui pose alors cette question. Est-ce que tu as encore ta mère? C'est une question rhétorique. Je m'attendais à ce qu'elle me dise oui et que je lui dise du coup lis ce livre parce que après t'auras envie de la chérir comme l'être le plus précieux du monde. Et en fait elle me répond non. Et évidemment à 26-27 ans c'est pas ce à quoi on s'attend parce que la plupart d'entre nous avons encore cette chance d'avoir nos parents. En tout cas je vous le souhaite. Et donc quand elle me répond ça me laisse bouche bée et ça crée une connexion entre nous. Un premier créneau qui est en même temps décalé et en même temps justement qui se calibre. D'un coup, c'est comme si on passait dans une dimension autre. On n'est plus juste à draguer, à dire des conneries, mais on passe dans un autre niveau de profondeur et d'intimité. Et ce soir-là, elle m'a touché. Elle a continué à m'émouvoir par la suite, puis aujourd'hui on est ensemble. Mais je m'apprêtais justement à lui parler d'un livre qui est extrêmement important pour moi. Et effectivement, il peut être difficile de s'y frotter si on a une relation conflictuelle avec sa mère ou si on ne l'a plus. Mais même dans ce cas, et pour tous les autres, j'aimerais quand même vous dire pourquoi il vaut la peine qu'on s'y attarde. Ce livre touche 3 cordes sensibles, qu'on connaît tous. Et au travers de sa relation avec sa mère, Albert Cohen appuie là où ça fait mal et nous pousse à nous regarder dans le miroir et à nous demander « Suis-je sur le bon chemin ?» Ces 3 cordes, ce sont les regrets, les remords et la recherche de l'amour. D'abord, les regrets. Je sais qu'on est nombreux à avoir peur de ne pas assez profiter de la vie. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai l'impression d'en avoir encore 20. Et je sais, pour en avoir parlé avec mon père, que arrivé à 60, on a le même sentiment. Or, c'est irréversible. Et ça, c'est terrifiant. Donc, on fait tout pour s'accrocher au temps qui passe comme on peut, ou alors on se noie dans des comportements compulsifs pour ne pas y penser. Le scroll sur les réseaux sociaux, la bouffe, les addictions aux drogues, l'alcool, la pornographie. On procrastine. Et Albert Cohen appuie justement là-dessus. Parce que lui se rend compte qu'il n'a pas assez profité. Qu'il a passé son temps à courir après des filles qu'il trouvait belles, plutôt que d'écrire un petit mot à sa mère et lui dire « Est-ce qu'on peut se voir ?» Et aujourd'hui, c'est trop tard. Je ne savais pas assez qu'elle était en vie. Je n'ai pas assez désiré ses venues. Est-ce possible? Il y a donc eu un temps merveilleux où je n'avais qu'à envoyer un télégramme de 10 mots pour que, 2 jours plus tard, elle débarque sur le quai de la gare avec son sourire conventionnel de timide, ses valises toujours un peu démantibulées et son chapeau trop étroit. Je n'avais qu'à écrire 10 mots et elle était là, magiquement. J'étais le maître de cette magie. Et je l'ai si peu utilisée, idiotement occupé que j'étais par des nymphes. Tu n'as pas voulu écrire 10 mots. Écris-en 40 000 maintenant. L'avantage, c'est que ça fait l'effet d'une décharge électrique. Quand on se dit, maintenant, je vais arrêter de courir après des meufs ou des mecs trop frais, mais au final, on tombe que sur des idiots, et je vais chérir ceux qui sont réellement proches et qui m'aiment réellement. Comme ça, pas de regrets. Mais s'il y avait que les regrets, sauf qu'il y a aussi les remords. C'est pire, on a la volonté de blesser ceux qui nous aiment. Et Albert Cohen, je trouve qu'il touche quelque chose là-dessus qui est très très juste. Il dit combien nous pouvons faire souffrir ceux qui nous aiment, et quel affreux pouvoir de mal nous avons sur eux.
et comme nous faisons usage de ce pouvoir. Et ça, c'est terrible. Mais je pense que je suis pas le seul à avoir déjà expérimenté cette idée qu'on serait capable de faire souffrir quelqu'un par presque pure cruauté, malheureusement, en retournant contre lui l'amour qu'il ou elle nous porte. On sait que la personne ne nous quittera pas parce que c'est un parent ou quelqu'un de trop attaché, et on s'en sert pour être méchant. Et on finit comme ça. Oh, ces pleurs que je ne pourrais jamais n'avoir pas fait couler. Enfin, et ça parle à chacun d'entre nous, la recherche de l'amour. L'amour réel, c'est pas du désir ou de la passion. C'est la capacité à être là dans les moments difficiles, à se soutenir, à vieillir ensemble. Et la mère d'Albert Cohen, dans toute sa simplicité, sans forcément grande réflexion, en dit quelque chose. Elle se moque de l'amour qu'on raconte dans les livres, où les gens sont toujours tout beaux, ils se voient que quand ils sont parfaits, ils s'embrassent à plein sur la bouche, et un an après, ils divorcent. Ces grands amoureux, dans les histoires qu'on lit, je me demande s'ils continueraient à aimer leur poétesse si elle était très malade, toujours au lit, et qu'il soit obligé, l'homme, de lui donner les soins qu'on donne aux bébés. Enfin, tu me comprends, des soins déplaisants. Eh bien, moi je crois qu'il ne l'aimerait plus. Le vrai amour, veux-tu que je te dise, c'est l'habitude. C'est vieillir ensemble. Tu les veux avec des petits pois ou avec des tomates, les boulettes? Ai-je même besoin de commenter? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus clair? Quand on a dit ça, on a tout dit sur l'amour. C'est un tel talent d'écriture que d'être capable de nous projeter dans cette discussion en quelques mots, et puis de nous ramener à une matérialité. On a vraiment l'impression d'être dans Albert Cohen. T'étais là à t'imaginer la scène décrite par la mère, les deux amoureux ensemble, et bim, tu te retrouves appuyé contre la table, avec la louche qui teinte sur l'assiette, et tu ne fais plus qu'un avec le personnage. C'est comme quand tu reviens d'un niveau dans Inception. C'est quelle dinguerie ça, ce talent d'écriture. Bref, vous l'aurez compris, le livre de ma mère est exceptionnel. Pour moi, comme pour tous ceux qui le lisent. Et c'est pas pour rien que Marcel Pagnol l'a décrit comme la plus belle histoire d'amour. On entend souvent parler de La promesse de l'aube, de Gary, mais moi je trouve que cette ode à la mer est un cran au-dessus. Et si, c'est une compète. Donc, à chaque fois qu'un pote sera ingrat envers la daronne, vous lui prescrirez 10 pages d'Albert Cohen à lire jusqu'à disparition des symptômes et retour de l'amour. Vous m'en remercierez. Je passe à la suite, mais j'en profite pour vous dire que si je fais cette chaîne, c'est pour qu'elle puisse vous servir, vous être utile quand vous avez besoin d'inspiration. Ce sont des vidéos que vous pouvez revoir, qui vous nourrissent, que vous pouvez partager à vos proches, que vous avez envie d'aider. Et pour ça, je vous incite à vous abonner. C'est très précieux parce que ça me permet de voir que le travail que je propose vous est utile et vous en voulez plus. On a abordé la théorie, maintenant on va parler de la pratique. C'est déjà rare qu'on se tienne à ces résolutions, encore plus quand elles viennent d'un livre. Et ça, c'est le bouquin dont j'applique encore le plus les enseignements. Alors attention, on peut avoir un regard critique sur le développement personnel. J'en lis pas énormément, je pense que il y a aussi du bullshit. Mais l'art subtil de s'en foutre, c'est une sorte d'anti-développement personnel. Certes, ça donne des conseils de vie sur comment mieux mener sa barque, donc ça rentre dans cette catégorie, mais de l'autre côté, c'est de l'anti-bullshit complet. Marc, il est pas là pour te faire plaisir, ou pour que tu te fasses des illusions. Si les 4 accords Toltec qui est là, c'est te caresser avec une plume, ça, c'est débarquer avec un bulldozer. J'ai décidé de le lire alors que je connaissais déjà le titre très connu, parce que j'en pouvais plus, en fait. Je sortais d'une rupture amoureuse, j'étais aussi très stressé par le travail, par le regard qu'on porte sur moi, et la dépendance que j'ai au regard des autres. En vrai, ma plus grande difficulté aujourd'hui, humainement, c'est de pas stresser et de profiter de la vie. Je me prends beaucoup la tête. J'ai une équipe dans mon agence de communication et c'est compliqué, le management, c'est délicat. Je vais être parfait vis-à-vis des clients, toujours laisser une bonne image derrière moi, ne jamais accepter que quelqu'un ne m'aime pas. Et avec le Crayon, le groupe média que j'ai fondé, on reçoit aussi beaucoup de critiques, certaines qui sont légitimes, une majorité qui déforme la réalité et auxquelles on aurait envie de répondre, rétablir la vérité, dire ça c'est injuste ou ça c'est pas vrai. Mais en fait, c'est juste impossible. Les critiques sont entendues par tellement de gens et on peut pas aller les chercher un à un pour leur dire non, écoute, fais-moi confiance, c'est pas comme ça exactement. Et ça crée énormément de frustration. Alors, je l'ai choisi, c'est une exposition médiatique, mais c'est assez dur à vivre. Et en tout cas, moi, je me mets la pression par rapport à ça, j'ai du mal à prendre du recul. Alors certes, je m'endurcis, mais je stresse et je souffre aussi. Et d'une manière ou d'une autre, je pense que ça résonne en vous, évidemment avec vos problématiques. On est tous trop dépendants du regard des autres, on a tous des choses qui nous tiennent trop à cœur, une susceptibilité ou des obstacles émotionnels qui nous empêchent d'être heureux et apaisés. Et ce livre m'a mis une claque, justement parce qu'il me parlait de ce dont j'avais besoin. Dedans, il expose d'abord des problèmes génériques à notre société et qui résonnent beaucoup, et ensuite des solutions. Sur les problèmes, c'est le fait qu'on veuille tous vivre des expériences plus positives, mais que cette aspiration au mieux nous empêche d'être heureux, et qu'à l'inverse, on n'accepte pas les expériences négatives, alors que de mieux les accepter, ça nous permettrait de vivre plus heureux. Donc il y a un paradoxe. La problématique d'Internet aussi, qui nous expose, au travers des réseaux, mais pas que, à énormément de comparaisons, d'envie, ça suscite des sentiments qui sont quand même très négatifs. Il a cette formule, Internet ne se contente pas de proposer des infos en accès libre, il fournit également du mal-être, du doute sur soi-même et de la honte, en veux-tu, en voilà, et pour pas un rond. Et on a le sentiment que si on vit pas une vie exceptionnelle
en réalité on est nul, médiocre, et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est justement ce qui critique, parce que si tu pars du principe qu'une vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est extraordinaire, tu cautionnes l'idée craignos selon laquelle l'existence de la grande majorité de la population humaine ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu prends pour acquis ce qui est un confort que tout le monde n'a pas en réalité, et tu en veux toujours plus. Mais tous ces problèmes, Mark Manson t'aide à les balayer en 3 solutions. Choisir ses problèmes, accepter l'échec, et apprendre à dire non. D'abord, choisir ses problèmes. Une vie heureuse, elle ressemble à peu près à la même chose pour tout le monde. Une bonne santé, un entourage aimant, un travail épanouissant, pas de problème financier, globalement. En revanche, les problèmes qu'on est prêt à accepter pour avoir une vie heureuse, ils sont pas les mêmes pour tous. Moi, par exemple, ça me fait pas du tout marrer de faire de la déco ou de réparer quelque chose. Il y a des gens qui sont passionnés de travaux manuels. À l'inverse, qui seraient extrêmement mal à l'aise en public s'il fallait prendre la parole, aller démarcher des gens, alors que moi, c'est ma zone de génie, comme on dit. Donc, choisir ses problèmes, c'est une manière d'être heureux parce qu'on en aura forcément. Tout le monde en a. Et ils ne disparaîtront jamais complètement. C'est illusoire de se dire qu'on va avoir une vie dénuée de problèmes. En revanche, on peut organiser sa vie pour essayer de circonscrire les problèmes à ceux qu'on se sent capable de gérer. Et quand bien même il y a d'autres problèmes qui naissent, c'est pas de notre faute ce qui nous arrive, mais c'est de notre responsabilité, la manière dont on réagit. Et là où Mark Manson marque un point, c'est qu'il nous parle de notre mentalité d'occidentaux. En disant, chez nous, responsabilité et culpabilité, ça va souvent de pair. On hésite à endosser la responsabilité de nos problèmes parce qu'on a l'impression que ça revient à endosser la culpabilité. Mais la faute et la responsabilité, c'est 2 choses distinctes. La faute renvoie au passé, tandis que la responsabilité se conjugue au présent. C'est qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai ce problème, même s'il n'est pas de ma faute. Et ça, c'est une perspective que moi, j'adopte depuis. Alors évidemment, c'est difficile, c'est un combat, mais quand on est entrepreneur comme moi, ou même que ce soit salarié, ou peu importe, au-delà du monde professionnel, on est confronté à des problèmes qui sont pas toujours de notre faute, mais en revanche, la manière dont on doit les gérer, c'est de notre responsabilité, et ça nous grandit que de le voir comme ça. La deuxième solution que donne Mark Manson, c'est d'accepter l'échec. Ma copine a envie de devenir chanteuse. Et elle a beaucoup de talent. Ses amis le lui disent, moi j'y crois, etc. Sauf que, comme la plupart des gens qui ont des rêves, elle croit qu'elle n'a pas la confiance en elle suffisante pour les réaliser. Et ça fait que peut-être, ils ne se réaliseront jamais. Et il y a une phrase dans ce bouquin qui est marquante à ce sujet. C'est pour la même raison que les gens redoutent autant le succès que l'échec, ça met en péril qui ils croient être. Parce que qu'est-ce qui se passerait au moment où on s'expose? Que ce soit en chantant ou en sortant un produit, en parlant de son projet à quelqu'un, de ses rêves, potentiellement, et quelle que soit la réception, ça modifie l'appréciation qu'on a de soi-même, l'image qu'on pense qu'on renvoie. Et plus on met en danger son identité, plus on s'efforce de l'éviter. On met ça dans le placard. Donc accepter l'échec, l'imperfection, et c'est une de mes grandes difficultés. Je blâme personne là-dessus. Je suis pas en train de donner une leçon, je suis en train de partager la réflexion que moi je tire de ce livre et pourquoi je trouve que c'est un enseignement qui est fort et puissant. Ça permet de souffler. Et littéralement, c'est la conversation que j'avais à midi avec quelqu'un de mon équipe. En fait, j'essaye d'appliquer ça au travail et je me rends compte que je suis en réalité complètement intransigeant avec moi et les autres. Désolé pour ceux qui bossent avec moi et qui l'entendent. Mais c'est un travail que je mène et Mark Manson m'y aide. J'ajoute un dernier point. On peut même se servir de la souffrance de l'échec. Plutôt que de la rejeter, elle peut nous être une force. Et une illustration de ça, c'est ce que les coureurs qui font de l'ultra trail, des distances ultra longues, plus de 100 km, appellent la pain cave. La cave de douleur. C'est la zone où le corps est tellement épuisé qu'il commence à souffrir, à ne plus pouvoir réaliser ses fonctions normales, on peut plus avancer. Et ce qui se passe là, si on a cette démarche d'accepter la souffrance et de s'en servir comme d'un levier, un vecteur de motivation et de force, c'est qu'on se projette dans un nouveau lieu, une nouvelle dimension, une caverne où on explore d'autres sensations. Et ça, c'est d'autres ressources qu'on va chercher en acceptant la souffrance. Troisième solution de l'art subtil de s'en foutre pour vivre une vie plus heureuse, apprendre à dire non. On a sans doute tous du mal, moi le premier, et pour différentes raisons, à fixer ses limites. Mais c'est un apprentissage clé, sans lequel on ne peut pas exercer une vie libérée des affres des regards des autres et de leur rapport à nous. Parce que si on n'est pas capable de dire non, de fixer sa limite, on va systématiquement vivre dans la crainte qu'on vexe la personne en face, qui nous demande un service, qui nous sollicite, alors qu'en réalité, on exerce juste son droit à dire non. Et ça, c'est même la raison pour laquelle je suis systématiquement en retard. J'ai l'impression que je vais vexer quelqu'un si je pars trop tôt, donc je pars trop tard de mon rendez-vous, et puis derrière, j'arrive en retard au suivant. Les gens qui me connaissent bien le savent. Désolé. Et Mark Manson prend l'exemple des relations toxiques pour illustrer ça. Quand dans un couple, il y a une emprise, quelque chose qui relève du dysfonctionnement, c'est systématiquement pour l'une des 2 raisons suivantes, la plus ou moins grande faculté de l'un des partenaires à assumer ses responsabilités et la plus ou moins grande capacité de chacun d'eux à rejeter l'autre ou à accepter de se trouver rejeté par lui. La capacité à rejeter et à être rejeté, c'est fondamental et c'est quelque chose que je m'efforce d'appliquer aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, je me sers beaucoup des enseignements de l'art subtil de s'en foutre et des claques qu'il m'a mises. Son gros atout, c'est qu'il s'adapte à vos problèmes et qu'il change votre regard dessus.
Ouah, bon, ça me fait du bien de vous partager ça. J'essaie de me livrer un tout petit peu plus là-dedans, cet exercice, et je pense que c'est important de créer ce lien-là. Donc merci d'ailleurs à tous ceux qui suivent, qui sont déjà abonnés et qui commentent la chaîne. Si elle vous a plu et que vous voulez aider des amis qui sont pas encore parfaitement heureux dans leur vie, et on l'est tous, c'est normal, envoyez-leur cette vidéo qui peut leur être utile. Ça les invitera aussi à découvrir cette chaîne, à laquelle, je l'espère, vous êtes déjà abonnés. Rendez-vous dans 2 semaines.